Où sommes-nous? Je me trouve actuellement sur le port de Cagnes-sur-Mer et je vous avais laissé entendre que mon intention était de reverser les fruits de cette monétisation de la chaîne à la faveur de la SNSM. Un peu d'eau. Allez, on va aller à leur rencontre. Voilà les amis, chose promise, chose due. Je voulais aller à la rencontre de la SNSM et je remercie Gilles de nous accueillir sur Cagnes, le port du Crot de Cagnes. Donc Gilles qui est le patron SNSM de ce port, qui plus est reconnu d'utilité publique. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi? Nous sommes un peu le bras armé de l'État. En fait, nous faisons partie de l'action de l'État en mer, même si nous n'avons pas les fameuses AEM bleu, blanc, rouge sur nos coques de bateau. Notre donneur d'ordre, c'est quand même, malgré tout, la préfecture maritime par le biais du CROSS. Par le biais du CROSS. Nous n'intervenons que sur demande du CROSS. Nous ne sortons pas de notre propre chef pour aller faire des opérations. C'est le CROSS qui nous mandate via les appels qu'il reçoit au 196, le numéro d'appel des urgences en mer. Le 196 par le GSM ou alors le 16 sur la VHF. Tout à fait. Pour engendrer des procédures d'intervention et de sauvetage. Alors, au sein d'une association, traditionnellement, loi 1901, on a un président, un secrétaire, un trésorier et bon nombre d'autres personnes qui, au sein de la SNSM, ont un statut de bénévole. Nous sommes tous des bénévoles, quoi qu'il arrive. À 100%. À 100%. Mais chaque station, effectivement, a un trio, président, trésorier, patron, qui sont les trois personnes qui reçoivent un mandat du président national de la SNSM, un mandat de 6 ans, ouais, qui est renouvelable. C'est-à-dire que nous sommes des bénévoles qui sont mandatés par le président pour accomplir notre mission. Et ensuite, vous avez les équipiers avec plusieurs spécificités, nageurs de bord, équipiers de pont, engagés à titre bénévole à l'intérieur de la station. D'accord. Et donc, qui dit intervention, dit moyen d'intervention. Donc, vous disposez actuellement d'une là-bas, tout à l'heure. Alors, une intervention déclenchée par les appels et le relais du CROSS, ça signifie combien de personnes à bord? Alors ça dépend des bateaux. Du canot tout temps de 17 mètres jusqu'au semi-rigide de 7 mètres, vous avez quand même une flotte assez importante. C'est le premier armateur en France, un nombre de bateaux. Et en fonction de la grandeur du bateau, eh bien, il faut armer ce bateau de toute façon toujours avec un chef de bord, avec un patron, son suppléant ou titulaire, et puis un nombre d'équipiers en fonction du bateau. Alors, 4 ou 6 personnes qui doivent tout laisser tomber pour partir en moins de 10-15 minutes sur le bateau lorsque l'alerte sonne. D'accord. Alors dans le domaine du secours, on peut avoir tendance à penser que, à l'image des pompiers, on a des pompiers professionnels, on a des pompiers volontaires qui, eux, se doivent d'être en alerte et de pouvoir quitter leur métier, leur travail, pour pouvoir être disponible en intervention. Est-ce qu'on est sur le même schéma? On est à peu près sur le même schéma dans le sens où on doit tout quitter pour partir. On peut signer des conventions avec des employeurs pour dire voilà, je travaille à la SNSM, est-ce que vous me laissez partir en cas de besoin lorsque le téléphone sonne? Mais aujourd'hui, c'est pas toujours faisable de par les différentes activités. Donc en fait, on fait appel à tous les passionnés, tous les altruistes et on les forme de façon à ce qu'ils puissent, au bout d'un an d'intégration, rejoindre l'équipage d'alerte et donc partir en cas de besoin. Et notre cible, je dirais, malgré tout, même si les jeunes sont intéressants, ce sont des gens qui sont en pré-retraite, qui arrivent à la retraite, qui sont en bonne forme, et malgré tout, nous avons une limite d'âge. La limite d'âge, elle est à 66 ans, donc ça nous laisse quand même, malgré tout, une fenêtre de tir assez courte pour former des gens et les utiliser et être sûr que ces gens-là, lorsque l'alerte sonne en pleine journée,
ils soient capables de venir rapidement pour appareiller. Ce qui n'est pas forcément le cas des jeunes qui sont salariés dans une entreprise et qui vont avoir plus de difficultés à partir pour une intervention. D'accord. Alors, en tant que plaisanciers que nous sommes, on espère bien évidemment ne pas avoir affaire à vous. Mais les chiffres démontrent quand même que, en termes de statistiques, vous avez des interventions diverses et variées. Donc on peut penser à des pannes carburant, à des avaries moteurs, à des échouages, à des problèmes médicaux qui peuvent éventuellement susciter un élitroyage ou en tout cas voilà, pour être acheminé vers une structure hospitalière, enfin, toutes ces raisons. Et aussi des plagistes qui se laissent embarquer sur leur engin de plage un peu au large. Bon, on ne navigue pas une seule demi-journée l'été sans entendre un appel qui concerne un besoin d'aide et de... Alors, statistiquement, est-ce qu'on peut déterminer quel est le motif d'appel le plus courant? Avarie moteur. Avarie moteur. Avarie moteur sont avarie propulsion, avarie moteur, donc ce sont malheureusement quelquefois les pannes d'essence, les pannes de moteur, ça c'est la cause la plus fréquente, je dirais. D'accord. Il y a aussi une périodicité, on sait très bien que les interventions, il y en a quelques-unes en tout début de journée, c'est professionnel généralement, des échouages, choses comme ça. Ensuite vous avez une période compliquée à la mi-journée. Vous avez ensuite les retours de mouillage, les retours de plage, comme ça, vers 16h30, 17h. Par contre, je vous rassure tout de suite, nous, notre passion, c'est d'aller porter secours aux gens. Donc, peu importe le problème que le plaisancier rencontre, donc on ne va pas se formaliser si effectivement c'est un petit souci ou si c'est un gros souci, on ne fait pas la différence. On part et on veut arriver le plus vite possible pour lui porter secours. Ça, c'est notre mission. D'accord. Alors, dans la suite logique, est-ce que, de votre point de vue, vous avez des conseils particuliers à l'égard des plaisanciers qui vont prendre la mer, soit de capoter le plus souvent, mouiller, est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il serait bon de faire valoir aujourd'hui? L'essentiel, c'est de tester son bateau. Combien de fois j'entends des bateaux qui ratatouillent pendant 10 minutes, le moteur n'arrive pas à démarrer, mais la personne va quand même partir. Ça, on l'a tous connu. Hein, donc, moi, ce que je conseille, quand la saison arrive et qu'on va commencer à sortir son bateau de son hivernage, le mieux, c'est de faire des tours devant le port, de faire des ronds dans l'eau, comme on dit, de sortir plusieurs fois, le soir, dans la semaine, une chose comme ça, avant le week-end, partir loin aux îles, ou faire des traversées. On fait tourner le bateau et on va se rendre compte qu'il y a un petit truc là qui va pas, qu'il y a un petit truc qui est à nettoyer, un filtre, une burite à changer, etc., etc. Et en faisant ça, eh bien, on évite les problèmes lorsque vous allez partir beaucoup plus loin, où là, vous ne pourrez pas revenir au port. Donc, c'est le conseil que je donne aux plaisanciers, c'est faites des ronds dans l'eau 2-3 fois avant de partir le week-end et vous verrez que vous solutionnerez tous les petits problèmes qu'on a tous sur les bateaux lorsque le bateau n'est pas utilisé, car un bateau qui est utilisé toute la semaine, il n'y a pas de souci. Un bateau qui reste en hivernage pendant des mois et des mois, quand vous allez réutiliser, bah, il va y avoir forcément une petite bricole qui ne va pas très bien se comporter, une petite durite, je veux dire, un filtre sale, de l'essence contaminée, enfin je veux dire, on peut trouver une batterie qui est à plat, enfin je veux dire, voilà, il y a tout qui peut arriver dans les premières sorties. Après, une fois que vous êtes sorti plusieurs fois, généralement tout se passe bien. Alors Gilles, quand vous intervenez, est-ce que vous avez la sensation le plus souvent d'avoir affaire à des gens qui ont quand même une certaine expérience, ou est-ce que le plus souvent ça concerne des gens qui sont un peu néophytes sur la navigation? On a les deux, on a des plaisanciers qui sont aguerris et qui se sont laissés surprendre, ça peut arriver à tout le monde, hein, y a pas, bien sûr, oui. Hein, après tout. Et puis il y a aussi en ce moment une grande montée de weekend boat qui consiste à louer son bateau par le biais de plateformes. Et là, on se retrouve avec une population de gens qui ne sont pas du tout formés aux joies du nautisme et qui, de plus,
ne connaissent pas l'embarcation sur lesquelles on les a embarqués d'une certaine manière, si j'ose dire. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que ce sont des gens qui sont de toute façon pas responsables de l'embarcation et qui n'ont qu'une seule envie, c'est qu'on les ramène au port, peu importe de quelle manière et peu importe ce qui arrive à l'embarcation. Et là, on retrouve le propriétaire à quai qui, lui, est par contre bien embêté. Donc, c'est vrai que là aussi, on voit monter cette plaisance en puissance et que ça nous inquiète un petit peu. Oui, parce que bon, c'est vrai que bon nombre de plaisanciers que nous sommes, souvent au mouillage, bon, on va effectivement repérer plus particulièrement ces voiliers qui affichent clairement leur statut de bateau en location, et on peut voir effectivement des pratiques qui laissent à désirer. Qui laissent perplexe. Qui notamment sur la procédure de mouillage que nous connaissons, j'espère tous, les Posidonis mouillés dans le sable, la qualité des ancrages. À ce sujet, je vais faire une petite référence à un article que j'ai trouvé et que vous pourrez trouver facilement sur Internet. La SNSM a, il y a quelque temps, réalisé des tests sur tous les ancrages existants, que ce soit les ancres plates, les ancres charrues. Et je m'en suis d'ailleurs fortement inspiré pour équiper le Masserval 2. Vous irez voir le sujet qui est fort intéressant, où sont évalués avec 2 fois 400 chevaux derrière, donc pour le test c'était plutôt efficace, sont évalués à la fois la résistance au décrochage et la capacité à raccrocher. Et ce test est fort intéressant et je vous le recommande. Alors, la SNSM, on a évoqué vos interventions, 100% bénévolat, mais il faut bien un budget de fonctionnement. Donc ça repose sur quoi? Sur de la donation, sur de la subvention, comment ça fonctionne? Alors nous avons des subventions qui sont des subventions municipales ou départementales ou régionales, ça dépend les stations. Nous avons les revenus qui sont en fait des remboursements de frais engagés lors des sauvetages, puisqu'en fait on applique certes un barème qui nous a imposé nationalement, mais ce barème nous permet en fait de couvrir les dépenses du moyen, du navire, c'est-à-dire le gasoil et puis l'entretien du navire. Voilà, donc il ne faut pas croire que l'on fait commerce, nous, des interventions. En fait, on demande simplement une rétribution financière qui nous permet de rentrer dans nos frais. C'est important quand même à souligner. Ensuite, nous avons une coutume des gens de mer, c'est-à-dire les dispersions de cendres que l'on nous demande de temps à autre. Donc c'est un petit revenu supplémentaire. Oui. Les manifestations où on vend des petits objets, des petites choses comme ça, qui nous permettent de faire la promotion de la SNSM et un peu de prévention aussi dans les ports. Et puis quelques accords quelquefois avec régionaux spécifiques. Mais voilà le budget d'une station, car toutes les stations sont autonomes avec leur propre budget. Ça n'a strictement rien à voir avec le budget de la SNSM au niveau national. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que nous, plaisanciers, la meilleure façon de se montrer solidaire de votre structure, c'est de se rapprocher de l'antenne SNSM, par exemple, de son port d'attache? Tout à fait, comme ça vous êtes sûr que le don que vous allez faire va être vraiment attribué à la station et va servir à l'entretien du moyen de sauvetage, puisque nous, tout ce que l'on récupère en don, en subvention, ça sert principalement au gasoil et à l'entretien du bateau. Il n'y a pas d'autre poste. Les équipements, ça nous est fourni par la SNSM au niveau national. Oui. Donc ça, c'est une nouveauté d'ailleurs, parce qu'avant on allait les acquérir, mais là maintenant ça nous est offert, donc du coup on n'a plus ce poste de dépense. Donc c'est notre poste de dépense, c'est le bateau principalement. Et donc, puisque tous les bénévoles ne perçoivent strictement rien, vous pouvez être sûr que tous vos dons vont à l'entretien de la vedette de sauvetage. Et puis en même temps, c'est peut-être l'occasion, avec un petit chèque, de faire connaissance. Ça prend
quelques minutes, et je pense que ce lien doit exister peut-être. Ce lien est très important parce que nous, par exemple, à certaines stations, la plupart des stations sont dans un port avec un bon nombre d'ados, mais nous, notre station est la plus ancienne du département. Elle a été créée à l'occasion d'un naufrage, Ouais. armée par les pêcheurs en premier, en 1923, on va fêter ses 100 ans bientôt. Et donc à l'époque, il n'y avait pas de port, il y avait juste une plage. Après, le port a été créé, mais la vedette est sur un port où il n'y a pas de plaisanciers. Les plaisanciers que nous ramenons, en fait, ils sont à Marina Baie des Anges ou à Port-Saint-Laurent. Ils sont des grandes marinas. Donc en fait, il faut sans cesse se faire connaître pour les nouveaux arrivants dans ces ports et pour les anciens aussi, se faire connaître et faire de la prévention pour leur faire connaître la SNSM, les numéros d'urgence, les procédures et se faire connaître soi-même. Ouais. Donc c'est important d'aller à la rencontre des plaisanciers dans les ports. D'accord. Vous avez quand même aussi la SNSM qui a cette particularité que on a bien, comme dans les autres associations, des bénévoles, mais des bénévoles qui risquent leur santé et qui partent à tout moment, qui n'ont pas d'astreinte, qui sont mobilisables dans l'urgence, ce que n'ont pas les autres associations, pour aller porter secours à l'autre. C'est une association et c'est un engagement fort pour la famille, pour le bénévole lui-même. Ça demande vraiment une certaine volonté, de la disponibilité, et on sort par tous les temps. Hein. N'oubliez pas que la SNSM, c'est pas quand il fait beau, avec le ciel bleu, la Méditerranée, tout ça. Nous, c'est toute l'année. On a des sauvetages en hiver avec les professionnels, avec les gens qui font des cabotages aussi. Donc toute l'année, nous sommes mobilisables à tout moment, le jour comme la nuit. Et ce sont tous ces bénévoles qui sont prêts à donner de leur temps et quelquefois de leur santé aussi, dans leur action d'urgence, parce que nous, on fait du secours. Lorsqu'on rentre à la SNSM, c'est-à-dire qu'il faut être capable, 10 minutes après l'alerte, d'être sur le port pour pouvoir embarquer. Sinon, vous le savez, le plaisancier attend et c'est long lorsqu'on est en mer et qu'on est dans les ennuis. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que c'est un stand-by, on est sur un mode alerte, 24 heures sur 24, où on a sa vie personnelle, on a sa vie familiale, sa vie professionnelle. Et on a ça dans un petit coin de la tête. Et on a ça dans un coin de la tête à tout moment de la journée. Alors, j'ai eu l'occasion d'évoquer la gendarmerie maritime suite à nos dernières péripéties, et nous avons même un ami gendarme maritime. On a eu beaucoup de contacts avec la brigade de recherche de Toulon, et leur devise, c'est gendarme par devoir et marin par passion. Alors, au niveau de la SNSM, est-ce qu'il existe une devise? La devise de la SNSM, elle était à l'origine du premier baptême de canot de sauvetage ici au Port de Cagnes, où l'abbé qui a béni la première barque de sauvetage a dit pour que l'eau salée n'ait plus jamais le goût des larmes. Oh, ça c'est... Voilà. Nous on retrouve dans le baptême de Marguerite en 1924 cette devise lorsque l'abbé a baptisé la première barque ici même, puisque là c'était l'hangar de ce canot de sauvetage. Que l'eau salée n'ait plus jamais le goût des larmes. Ah, ça, je trouve ça, c'est poétique, et puis ça parle bien. Absolument. Superbe. Marguerite 6. Marguerite Port de Cagnes. Pourquoi? Puisque en fait la fille de la baronne qui a eu son mari décédé dans le naufrage, sa fille s'appelait Marguerite. D'accord. Donc on en est à la 6e. La 6e. Depuis 1923. Depuis 23, ah oui, en effet, oui. Autorisation de monter à bord. Oh, oui. Merci. Alors là, je fais une petite dédicace à ma chérie Valérie qui adore le orange. C'est sa couleur favorite, hein, tu vois. Mais alors, en cas d'intervention, moi j'ai entendu, il faut un patron à bord. Ouais, toujours.
Ça veut dire que tu as un adjoint, tu as... Dans les stations, on a un équipage et puis on a un patron titulaire qui fait partie des 3 personnes mandatées par le président. Et on a ensuite des patrons suppléants qui sont là en cas de besoin pour remplacer le patron titulaire qui ne peut pas être toujours là. D'accord. Hein, donc le but c'est de former effectivement des patrons suppléants qui puissent partir avec l'équipage dans l'intervention ou dans d'autres opérations. D'accord. Donc il y a de la formation. Et qui assure les formations? Les formations, il y a des formations qui sont nationales, par le biais du pôle de formation à Saint-Nazaire. Et puis il y a aussi des formations qui sont locales, on va dire, plus terrain, sur l'équipement du bateau, la manière de faire pour intervenir sur tel type d'intervention, etc., etc. Et là, cette unité peut intervenir sur toute forme de difficulté? Alors cette unité est un bateau sa coque a été faite à Boulogne-sur-Mer. Ah oui, Boulogne. Dans les chantiers Blamangin, et elle a été ensuite réalisée, tout l'accastillage, au Cerro, au centre des essais de l'Ouest, l'actuel pôle de soutien de la flotte de la SNSM. Donc c'est un bateau purement SNSM que nous avons eu la chance de voir naître. La première fois qu'on l'a vu, c'était une coque, pas plus. D'accord. Voilà, et ensuite avec les techniciens de Saint-Malo, eh bien ils ont fait l'accastillage et ils ont répondu aussi aux spécificités, à nos demandes, de façon à ce qu'on puisse intervenir de manière facile avec cette embarcation sur notre zone d'intervention. D'accord. Et donc j'imagine qu'il y a toujours une coordination avec les collègues des ports voisins, si plusieurs interventions en simultané? Nous, en fait, on n'a pas véritablement d'interaction avec nos collègues des autres stations. C'est le CROSS qui va décider des moyens à engager. D'accord. Et à l'image d'une vedette de la gendarmerie ou d'une vedette douanière, est-ce que une embarcation du CROSS effectue des navigations alentour? On n'est jamais dans le préventif, on est dans l'intervention pure et dure. Non, on ne fait pas de parce que bon, vous avez autre chose à faire. D'accord. Non, nous on est engagé par le CROSS pour une opération. D'accord. Donc en général, quand vous prenez la mer... Sur ce type de vedette, c'est 4 personnes. 4 personnes. 4 personnes, un patron et 3 équipiers minimum. J'aime bien 4. Parce que ça permet de passer un équipier à bord du requérant, ce qui nous permet d'avoir un relais radio et d'avoir quelqu'un qui va vérifier l'intégrité du bateau, rassurer les gens qui sont sur le bateau en difficulté. Donc ça permet une bonne coordination et ça permet vraiment d'être sûr que tout va bien se passer. Et alors, quand il y a intervention, comment ça se passe pour les personnes qui sont secourues? Le sauvetage de la vie humaine, c'est gratuit. Que ce soit en montagne ou en mer, donc ça ne change pas, c'est gratuit. Par contre, effectivement, s'il faut ramener le bien de la personne, c'est-à-dire de l'embarcation, eh bien, on demande une rétribution par rapport aux frais que nous avons engagés. Le gasoil, l'entretien du bateau. C'est un barème qui est établi nationalement. D'accord. Et que donc nous appliquons en fonction de la longueur du bateau et en fonction du nombre d'heures passées sur l'opération. D'accord, c'est bien normal. Et de toute façon, chaque plaisancier est bien assuré. Alors si, effectivement, il a une bonne assurance avec un contrat qui est bien ficelé, à ce moment-là, il va pouvoir, grâce au petit bon d'intervention que nous allons lui faire, se faire rembourser par le biais de son assurance le remorquage de son bien. Ce qui est toujours mieux pour l'assurance, c'est quand même de ramener le bateau à quai. Après, s'il y a une petite réparation, c'est pour le propriétaire, mais au moins, le bateau il n'est pas fracassé sur les rochers. Exactement, exactement. Donc là, on a le poste de pilotage avec timonerie, donc avec 2 blocs moteurs de 2 fois 225 chevaux de chez Volvo. Le public adresse qui permet de converser avec les différents équipiers, c'est-à-dire qu'on peut leur donner des consignes, mais eux aussi peuvent nous parler, soit s'ils sont sur le pont arrière, soit ils sont sur le pont avant, ce qui nous permet d'éviter quelquefois les communications VHF. Là, on a 3 VHF évidemment avec l'AIS, le GPS. La cartographie grâce à Time Zero de chez Maxi, avec un écran tactile, donc ce qui permet quand même une plus grande liberté. La vedette maintenant est connectée au réseau GSM, donc ça permet aussi
de recevoir des éléments du cross. Ouais. Donc, ce qui fait que pour des patterns de recherche, on peut les recevoir directement sur l'écran sans avoir à retaper. Donc ça permet de gagner un petit peu de temps parce que c'est compliqué que d'avoir à poser des marques et à faire des routes lorsqu'il y a 2 mètres de creux dans une petite embarcation de 9 mètres. Puis ensuite on a un dispositif là avec les 2 caméras qui sont engagées, mais c'est les 2 caméras qui sont en enregistrement perpétuel, c'est-à-dire qu'on a un disque dur qui permet donc de garder à peu près presque 1 an de live et ça nous permet donc de débriefer ou de voir tout ce qui s'est passé lors des interventions. Donc déjà c'est une sécurité par rapport à divers recours qui pourraient avoir lieu, comme on le fait maintenant avec les voitures, avec les petites caméras qui sont embarquées. Puis aussi ça nous permet de débriefer avec les équipiers sur ce qui a été bien fait, ce qui pourrait être mieux fait. D'accord. D'accord, débriefing traditionnel. Voilà, on a un répéteur ici de Maxi qui permet aussi, là grâce au clavier sans fil, de tracer et d'intervenir directement. Évidemment, on a aussi donc pas mal de VHF portables pour les équipiers avec des bandeaux ostéophoniques qui permettent d'écouter par les os de la tête et donc du coup de ne pas être pénalisé au niveau de l'ambiance. Oui, d'accord. Voilà. Et dans le poste avant, on trouve à ce moment-là tous les le moteur hors-bord, la trousse à pharmacie et tous les équipements individuels de sécurité qui permettent aux équipiers d'intervenir sur le bateau en toute sécurité et d'éviter de se faire mal. Parce qu'on est sur un bateau de travail, on n'est pas sur un bateau de plaisance. Et nous, notre quotidien, ce sont des boots, ce sont des pièces métalliques, et ce ne sont pas des bains de soleil. Donc forcément, ça peut être plus dangereux. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors j'avais une question qui me vient. Quand on est en navigation, il nous arrive régulièrement d'entendre des appels sur VHF, du cross notamment, qui relaient des voiliers ou des personnes en difficulté et qui terminent régulièrement leur message par demander aux navires en présence sur zone d'exercer une veille attentive. Alors ça c'est le cas des pan-pan. Donc une personne a appelé le cross, elle est en difficulté et avant d'engager des moyens, mais ce sont des difficultés qui ne sont pas de nature à être gravissimes. C'est-à-dire que le bateau est en panne, certes. On n'est pas sur du mêlé, il ne va pas se fracasser sur les rochers, c'est un message pan-pan. Le bateau, il a une voie d'eau, il est en train de couler avec des enfants, et tout ça. Là, ça va être un médé. Là, on ne rigole plus. Le cross va directement engager les moyens. On ne va pas se poser de questions. Dans le cas d'un pan-pan, il demande, solidarité maritime, tout à fait. Il va demander une veille attentive, il va demander s'il y a des moyens autour, des bateaux, des plaisanciers, qui peuvent éventuellement porter une veille attentive, éventuellement aller au contact du plaisancier, éventuellement lui porter secours, si c'est simple, si c'est faisable, si ça ne pose pas de problème pour le remorqueur et pour le remorqué. Éventuellement, s'il y a juste un petit bobo à soigner, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Donc c'est le cas du pan-pan. Généralement, le cross fait 2 fois ce message pan-pan sur le 16 et ensuite effectivement s'il n'a pas eu de réponse, là il va engager les moyens à sa disposition. C'est à peu près tout ce qui flotte sur la mer. Parce que ça c'est des messages au quotidien. Moi on ne passe pas une demi-journée de navigation sans entendre ce type de message. Exactement. Donc c'est important de savoir qu'effectivement au-delà d'1 ou 2 relais d'appel, il y a une unité qui peut être engagée pour trouver la personne. Alors, si l'intervention nécessite le secours d'un hélico, c'est vous qui, en arrivant sur site, qui analysez la situation et vous émettez un appel pour un besoin héliporté ou comment ça se passe? À partir du moment où on appareille du port, on est en liaison constante avec le cross par VHF. Donc, il y a plusieurs points d'étape tout au long de l'intervention, le départ, l'arrivée sur zone, le bilan que l'on fait en arrivant sur zone, et en fonction effectivement du bilan que l'on va faire en arrivant sur le lieu du sinistre, eh bien on va voir ce que l'on peut faire. Soit on peut ramener la personne par nos propres moyens, soit il faut engager des moyens à terre, vite ramener et transférer
à des moyens terrestres, soit vraiment c'est gravissime et là il faut héliporter, hélitreuiller avec nos amis de la Marine nationale ou de la sécurité civile. Donc là c'est un dialogue avec le CROSS, éventuellement des médecins, et à partir de là, eux vont mandater directement le moyen, c'est-à-dire soit Marine nationale, soit sécurité civile. Le tout est d'entraîner nos équipiers, nous, à recevoir ces gens-là qui vont arriver et qui vont descendre sur la vedette, qui vont emmener la personne. Donc ce sont des exercices que l'on fait régulièrement pour que justement tout le monde soit bien OK. Les gens de la Marine nationale, qui sont des professionnels et qui font ça toute l'année avec toutes les stations SNSM et d'autres moyens, et puis notre personnel à nous aussi, effectivement, qui doit être aussi rodé à ce genre d'intervention, parce que ça reste quand même des interventions délicates, l'hélitreuillage. Tout à fait. Hein, il ne faut pas voir ça non plus tout le temps comme on les voit dans les films, avec des hélitreuillages statiques. Les hélitreuillages, généralement, ça se fait toujours en mouvement. Donc il faut quand même avoir un petit peu d'expérience là-dessus pour tous les personnes qui sont sur. D'accord. Bon les copains, ben voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Un sujet qui me semble, s'il faut en partager un, c'est bien celui-là. Et puis si vous voulez d'une façon ou d'une autre vous montrer solidaire de la SNSM, rapprochez-vous de vos antennes locales dans les ports d'attache. Et moi, je vais remercier Gilles pour son accueil.